Mensonges répétés, médias muselés et le Congrès à sa solde, depuis 3 ans, le président Bush règne sans partage sur la vie politique américaine. À quelques mois de l'élection présidentielle, l'opposition démocrate, déchirée entre ses 12 candidats, cherche désespérément à se faire entendre. Entre en scène Moby, star mondiale, 16 millions d'albums vendus. L'artiste new-yorkais, exaspéré par la frilosité démocrate et l'apathie de ses compatriotes, part en guerre contre la Bush Corporation. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal. Rouler diesel, c'est désormais moins intéressant. Le prix du gazole augmente aujourd'hui de 4%. Concrètement, à la pompe, ça veut dire 3 centimes d'euros en plus par litre. Boris Descargues. Cette hausse va faire grincer des dents de nombreux automobilistes. Aujourd'hui en France, plus de 11 millions de voitures particulières sont de type diesel. Et la tendance est à la hausse. Les 2/3 des voitures neuves achetées l'année dernière roulent au gazole. Un engouement typiquement hexagonal qui s'explique par un prix inférieur du litre de gazole par rapport au sans-plomb. Une différence que le gouvernement entend réduire. Le litre de carburant pour moteur diesel augmente de 3 centimes d'euros. Une décision que regrettent les professionnels du secteur. Il y a 2 façons de le faire. Il y a soit augmenter la taxe sur le gazole, ce qui n'est pas très populaire, soit diminuer la taxe sur l'essence, ce qui provoque une réduction des recettes fiscales. Et donc c'est un peu la quadrature du cercle, on vient de dire. Réputé plus polluant que l'essence, le gazole fait donc les frais d'une politique décidée sous le gouvernement de Lionel Jospin. Mais la hausse de la TIPP est vécue comme une injustice par les utilisateurs de véhicules diesel. On a besoin de la voiture. Donc on l'utilisera autant, même si le carburant est un petit peu plus cher. Par contre, c'est quelque chose qui viendra ponctionner le budget des ménages et surtout des ménages modestes. Cette hausse devrait rapporter 800 millions d'euros à l'État, une somme qui devrait contribuer au financement d'infrastructures ferroviaires. On appelle ça la fuite des cerveaux, l'exil des chercheurs français à l'étranger. C'est un mal français donc auquel va désormais contribuer Claude Allègre. L'ancien ministre socialiste de l'Éducation nationale a décidé de travailler au moins 6 mois par an aux États-Unis à cause, dit-il, de la situation catastrophique de la recherche publique en France. C'est ce qu'il a annoncé ce matin sur France Inter. L'abbé Pierre voulait laisser la place aux jeunes. Il s'est mis volontairement hors jeu. Cette année, le leader, c'est donc Zidane. Pas sur un terrain de foot, non, mais dans le cœur des Français. Le footballeur arrive en tête du sondage IFOP-JDD, suivi de Michel Sardou qui fait une entrée fracassante. L'abbé Pierre forfait, place à la relève. Zidane est donc le nouveau chouchou des Français. Champion du monde de football en 98. 5 ans plus tard, Zizou reste le champion dans les cœurs. Derrière lui, grosse surprise, Michel Sardou occupe la 2e place, notamment grâce au vote des femmes. L'année dernière, il n'était même pas classé. 3e, Nicolas Hulot, une espèce en voie de disparition sur TF1. Derrière, c'est notre Johnny National qui échoue au pied du podium. Il devance son confrère Renaud. Sœur Emmanuelle, désormais seule personnalité religieuse, est 6e. Elle perd une place par rapport à l'année dernière. Au chapitre insolite, on remarque que Mimi Mati devance d'une tête David Douillet à la 11e place. On note également que les politiciens sont loin, très loin, derrière un florilège de chanteurs, d'actrices, de sportifs et d'animateurs télé. Bernard Kouchner est le mieux placé, 29e. Jacques Chirac, lui, porte le dossard 42, entre Laetitia Casta, autre symbole que l'on trouve dans toutes les mairies, et Patrick Sébastien. Cette année, le panel de Français sondés a été rajeuni. Enfin, tout comme l'abbé Pierre, Jean-Jacques Goldman a demandé à ne pas figurer sur les listes de noms proposés aux votants. Plus de peur que de mal hier dans la région de Boumerdès en Algérie. La terre a tremblé, une secousse de magnitude 5,7 sur l'échelle de Richter. On compte près de 300 blessés légers. Des blessures pour la plupart provoquées par des mouvements de panique. Les habitants ont cru revivre le cauchemar de l'année dernière. Au mois de mai, un premier séisme avait tué 2300 personnes. Du show, du vrai show à l'américaine, mais en France, les plus belles chorégraphies de Bob Fosse viennent d'arriver à Paris. Bob Fosse a disparu il y a 17 ans, mais il reste le monstre sacré de la comédie musicale. Marie-Laure Lanfranchi, Raf Capajo.
Ça swing, ça balance, ça claque des pieds et des mains, ça scintille dans la voix et dans les corps. Tout y est ou presque, des décors qui éblouissent, 18 danseurs réglés comme du papier à musique sur les pas du grand maître, 8 musiciens qui reprennent les plus grands morceaux du répertoire. Et puis pour être fidèle à la légende, un de ses complices de toujours, Ben Vereen, qui a vécu le talent fou du Grand Fosse. Travailler avec lui, c'était quelque chose de formidable, d'incroyable. Il nous poussait à bout pour essayer d'extirper de nous-mêmes le meilleur, de façon à ce que nous-mêmes, nous soyons meilleurs. Bob Fosse le show n'a rien de nostalgique, juste un hommage tourbillonnant créé en 98 à Toronto, 11 ans après sa mort, 20 numéros créés par ses disciples, les chorégraphes Chet Walker et Ann Raikin, une sorte d'anthologie du grand maître sur scène et à l'écran. Chicago et ses boys volants, cabaret et ses girls perchés sur des barésies, et c'est un Bob Fosse, danseur surdoué, bourreau de travail, pilier de music hall, qui, 17 ans après sa mort, fait encore à sa manière son numéro sur la scène du Châtelet. Voilà, et c'est à l'affiche jusqu'au 15 février. C'est la fin du journal. Tout de suite, vous retrouvez Carl Zéro. C'est juste après la météo. Très bon après-midi à tous. Allô, tu dors? T'es pas là? Bon, ben je vais faire du ski nautique. Allez, salut! Promovacances.com, agence de voyage sur Internet, vous présente la météo. Cet après-midi, il pleuvra presque partout, en alternance avec quelques éclaircies dans le nord et l'ouest. Le sud-est, lui, sera privilégié avec un franc soleil. Les températures sont douces, jamais au-dessous de 10 degrés et jusqu'à 18 pour Perpignan. Allô, bon ben visiblement tu dors toujours, donc je pense que je vais aller faire de la plongée. C'était la météo avec Promovacances.com, agence de voyage sur Internet. La nouvelle eau de Perrier avec des bulles plus petites. Nouveau, eau de Perrier. Le Perrier avec des petites bulles. Lundi, la juste sèche de Monique est juste sèche. Oui, mais demain. Jour après jour, sachez que la juste sèche reste sèche sans s'assécher dans son sachet zippé. Oui, mais demain. Demain, il faudra en racheter. La juste sèche. Juste un kit. Ah, c'est inséparable. Jamais l'un sans l'autre. Toujours par deux, comme le duo Soleil d'Atoll. Pour une paire à verre correcteur achetée, Atoll vous offre une paire de solaires à la vue. Sans exception, pour 100% des corrections. Hein? Atoll, les opticiens! Alors? Légèrement sucré, doux, du potiron. Mais encore? Il y a une petite note fruitée, non? Et mental fondu. Et crème fraîche. Ah, bravo! Oui. C'est potiron et mental fondu. De soupe créative de Liebig. Soupe créative? Liebig? Les légumes, on y prend goût. Nouveau Stay On Soft de Nivea Beauté. Sa formule hydratante, avec plus de 25% d'eau, préserve durablement la douceur de mes lèvres. Et avec ses pigments fixateurs, la couleur reste fidèle. Pour toujours. J'ai même pas besoin d'en remettre. Nouveau rouge à lèvres Stay On Soft de Nivea Beauté. Le surgelé n'a jamais été aussi bien cuisiné. C'est pour ça que Magie est numéro 1. Magie, magie. Nouveau Toyota RAV4. Un
paysan d'Afrique de l'Ouest qui vient défendre les intérêts du coton africain au sein de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Ça donne le choc de deux mondes, l'africain contre l'occidental. C'est aussi l'histoire d'un grain de sable qui vient gripper une machine bien huilée. Et c'est rare qu'on leur dise « vous n'avez pas raison ». Les Américains n'aiment pas ça. Et on leur a dit « ils n'ont pas raison ». Les Africains avaient raison de dire qu'à travers leur travail, ils voulaient que le monde soit juste et qu'ils vivent de leur travail. Un homme intègre face à l'OMC, c'est dans Lundi Investigation demain à 23h30. Vous allez voir, c'est stupéfiant, vraiment. Elle a fait preuve d'un pouvoir qui dépasse celui des extraterrestres. Elle peut accomplir plus de choses. Le sommeil paradoxal de cette petite fille est vraiment intense. C'est la première fois que je vois ça. Vous devez comprendre l'importance qu'elle a pour nous. J'ai ordre de descendre leur vaisseau. Général, on est en train de parler d'extraterrestres. Nous combattons un ennemi que nous ne pouvons pas vaincre. En tout cas, pas avec les armes dont nous disposons. De génération en génération, tous cherchent à percer le mystère. Qu'est-ce qui se passe? On n'a plus d'images. Ils sont vraiment venus cette fois. Si l'humanité veut survivre, Ils sont là. c'est l'espèce tout entière qui doit évoluer. Disparition de Steven Spielberg, aujourd'hui 15h40. Pour cette nouvelle année, c'est merveilleux. Bonjour et bon dimanche, voici le vrai journal. Au sommaire, tout sur Moby et les anti-Bush. Le rapport à nouveau qui est arrivé, les petits secrets de Poutine et la légionellose, sans oublier mes invités Dalil Boubaker et Edmond Simeoni. Mais tout de suite, c'est avec feu Léon Blum que nous ouvrirons ce premier bloc-notes de l'année, avec une pensée toute particulière pour tous les radiés de la NPE du 1er janvier. Toute société qui prétend assurer aux hommes la liberté, disait-il, doit commencer par leur garantir l'existence. En Iran, c'était la semaine de la pioche. La bonne pioche d'abord avec ces images de BAM. Après le séisme qui a rasé la ville, chacun en a mis un petit coup pour symboliser le début de la reconstruction. La mauvaise pioche ensuite avec le refus du gouvernement de présenter ses armes aux inspecteurs américains. Résultat, le pays pourrait trembler à nouveau, mais cette fois-ci à cause des bombes. Là, vous ne comprenez rien non plus, normal, puisque cette fois-ci vous regardez la télévision chinoise. Et forcément, vous vous demandez pourquoi les Chinois lavent la Chine. Réponse, parce que le SRAS est de retour. Du coup, là-bas, tout le monde traque les animaux porteurs du syndrome et astique les lieux publics. Et c'est celui, bien sûr, qui est de corvée de muraille, qui est le plus à plaindre. Sur cette fréquence, vous l'entendez en français et en chinois. Ah là, vous êtes toujours en Chine. Mais cette fois-ci, vous allez tout comprendre. Normal, c'est notre petit père Sarko qui va parler d'immigration. La France, au cours des 20 dernières années, a procédé, si mon souvenir est exact, à 3 régularisations massives qui non seulement n'ont résolu aucun problème, mais qui de surcroît les ont compliqués. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Le message est clair. Amis chinois, reste chez toi. Et on termine avec le Hollandais baignant. Après avoir terminé l'année tout au champagne, ces Hollandais commencent le nouvel an tous à l'eau. C'était près de la haie et il faisait 0 degré. Mais vous allez voir que certains en ont profité pour pécho la pin-up de la plage. Vénard. Il y a encore 6 mois, c'était la lune de miel entre Paris et l'île de Beauté. Mais depuis, il est passé beaucoup d'eau trouble sous les ponts. La catastrophe du référendum, la condamnation par Sarkozy d'Ivan Colonna, avant même son procès, les rafles à répétition et quelques attentats ont bel et bien enterré le processus entamé de réconciliation.
Si on ajoute à cela la zizanie qui déchire à nouveau les autonomistes à quelques mois des territoriales, on va avoir besoin des explications du docteur Edmond Simeoni, le père fondateur de l'autonomisme corse. Et ça tombe bien, car figurez-vous que magie de la télévision, il est en duplex avec nous. Edmond, bonjour. Bonjour. Depuis le 9 septembre dernier, les 10 mouvements nationalistes se réunissent chaque semaine à Corté pour tenter de faire l'union pour ces élections territoriales à venir. 5 mois après, vous n'êtes toujours pas arrivé à vous entendre. Vous pensez, vous, Edmond, être la meilleure tête de liste possible, et il y a aussi Jean-Guy Talamoni qui pense la même chose. Et si personne ne veut céder sa place, l'union, finalement, risque de ne pas se faire. Je ne crois pas que ce soit le problème de 2 crocodiles dans un marigot. En fait, ce sont 2 choix, non pas de personnes, mais de conceptions totalement différentes. Jean-Guy est un garçon plus jeune qui vient d'une lutte beaucoup plus radicale qui est la lutte indépendantiste, qui a cautionné la lutte armée, alors que moi j'ai toujours suivi un cheminement autonomiste, nationaliste mais autonomiste, et que, à part l'épisode tragique d'Aléria, qui relève de la responsabilité totale de l'État français, je me suis engagé toujours dans des combats publics. Il y a donc, par l'appartenance de l'un à un mouvement dur, structuré, et de l'autre à un secteur qui est beaucoup plus souple, travaillant beaucoup avec le niveau associatif, des différences, je dirais, de comportement, non pas au niveau des convictions, mais au niveau des actes. Unis, les nationalistes ont aujourd'hui l'opportunité de devenir le premier parti politique en Corse. Est-ce que vous, comme Talamoni, vous êtes prêt à gâcher cette chance historique pour une simple querelle de personnes? Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une querelle de personnes, et je suis persuadé que si nous arrivons à résoudre les dernières difficultés qui tiennent à la conception totale de la liste et au devenir de l'action publique, je pense qu'il n'y aura aucune difficulté à s'entendre. Mais il ne faut pas oublier tout de même, c'est que la population, elle espère des choses simples. C'est que d'abord la paix s'enracine, c'est qu'ensuite le développement s'organise, que la culture soit préservée, qu'on s'ouvre à l'Europe. En somme, que l'on vive comme vivent 85 régions autonomes d'Europe, ou les 270 millions d'Européens qui vivent dans le régionalisme ou le fédéralisme politique sans aucun drame, si l'on accepte le Pays basque. Soupçonné d'avoir aidé Ivan Colonna, votre fils Marc a été emprisonné pendant plusieurs semaines à Paris. Maintenant, il a été libéré. Qu'est-ce que vous pensez de son arrestation? Je constate que dans le dossier, et si on l'a mis en liberté provisoire après 4 mois d'embastillement, c'est tout simplement que le dossier ne mérite peut-être pas l'excès d'honneur et de publicité qu'il a eu au début. C'est peut-être le signe que l'État français a reconnu que l'hospitalité corse n'était pas un crime. Ça, je crois que c'est difficile, mais je comprends parfaitement les Français moyens qui, quand ils voient un conflit entre une attitude culturelle locale et le droit pénal, sont choqués, parce que le droit pénal doit prévaloir. Mais nous, en Corse, nous avons de l'hospitalité, en partie qui est due aux plus nécessiteux, à ceux qui souffrent, à ceux qui fuient la justice ou les gendarmes. Nous avons une conception qui est différente, et il nous arrive, dans notre histoire, en permanence, de leur tendre la main, non pas pour les exonérer de leurs éventuelles responsabilités, mais tout simplement pour les aider à franchir un cap difficile. Saint-Augustin l'a dit avant nous, et mieux que nous. Charles Pierry, aujourd'hui en prison, est-ce que c'est un scandale ou est-ce que c'est, comme le dit Sarkozy, une bonne chose pour la Corse? Oui, vous savez, M. Sarkozy, il emploie des images. Je pense qu'en fait, il vise la cible des 50 millions de Français. Il dit, nous allons le faire tomber comme Al Capone. Mais pour l'heure, nous n'avons absolument aucune preuve. Et comme il s'agit de la présomption d'innocence, M. Pierry, M. Ivan Colonna et tous les autres, comme hier M. Bonnet, avant qu'il ne soit condamné, ont bénéficié et doivent bénéficier de la présomption d'innocence. C'est pour ma part ce que j'ai toujours fait. Ça sera ma dernière question. Vous qui étiez à Aléria il y a déjà un bon moment, quelle est votre position aujourd'hui sur la violence en Corse? Ben, ma position sur la violence n'a pas changé. Je pense qu'il y a une violence mère qui est celle de l'État. Quand pendant 250 ans on prive les gens de leur liberté, de leur identité collective, surtout de la démocratie, par un jeu pervers de clientélisme et de fraude, on est malvenu le jour où les gens se révoltent à faire une espèce de procès en sorcellerie. Ceci dit, je reste un partisan convaincu que la lutte clandestine est totalement inadaptée à l'émancipation de la Corse. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi un chemin différent. Edmond Simeoni, merci. Pace salute. Pace salute, merci. Les Russes ont rajeuni de 20 ans. Comme au bon vieux temps de Brejnev, un livre critiquant le régime s'est vendu à 200 000 exemplaires, quasiment sous le manteau, malgré une censure totale des médias là-bas.
Son auteure, Elena Tregoubova, a longtemps été accréditée auprès de Vladimir Poutine. Elle a raconté à Jérôme Fritel les coulisses de ce tsar système. Voici la femme qui fait trembler le Kremlin. Elena Tregoubova, 30 ans, vient d'écrire un livre sur les coulisses de la Place Rouge. Ancienne journaliste accréditée derrière ses remparts, elle dénonce la dérive autoritaire du régime et surtout la mainmise de Poutine sur les médias. Sous Eltsine, c'était simple de faire son travail de journaliste. Tu pouvais poser les questions que tu voulais. Avec Poutine, les journalistes accrédités au Kremlin sont devenus les larbins du pouvoir. Avec interdiction de poser des questions gênantes, sur la Tchétchénie par exemple. Pas de questions non plus sur Khodorkovsky, l'oligarque. Sur les arrestations et la répression dirigée contre les concurrents économiques ou politiques de Poutine. Avril 2000, Poutine est élu président de la Russie. Un sacre en grande pompe qui masque une énigme. L'ancien chef du KGB n'est-il qu'une marionnette? 4 années plus tard, Poutine a montré son véritable visage. Celui d'un animal à sang-froid, devenu un monarque à l'autoritarisme sanglant. Écrasement des indépendantistes tchétchènes, flicage de l'opposition, prise de contrôle des médias indépendants. Jusqu'aux élections législatives du mois dernier, où le parti du président a balayé les communistes et les libéraux. Désormais, Poutine contrôle totalement le Parlement et gouverne avec les ultranationalistes et les fascistes du parti de Zhirinovsky. Pour l'ancienne journaliste du Kremlin qu'il a longuement côtoyé, le super tsar Poutine souffre du complexe du petit garçon. Je me souviens, lors de nos premiers déjeuners, nous venions de faire connaissance. Il y avait quelque chose en lui, d'un gamin de la rue, un certain charme. Aujourd'hui, j'ai pitié de lui. Il sait que le costume est trop grand pour lui, qu'il n'est pas à sa place. Comme s'il avait une peur bleue qu'un adulte arrive, Yeltsin par exemple, et lui dise « Barre-toi, gamin, finis de jouer ». Poutine ou le mirage de la démocratie. C'est la thèse du livre d'Elena Tregoubova intitulé « Récit d'une exploratrice au Kremlin ». Sous des faux airs de roman de gare, ce livre raconte les coulisses de la prise de contrôle du pays par Poutine et ses protégés, tous issus de l'ancien KGB, et critique la nouvelle Poutine-mania qui s'est abattue sur ce pays où le culte de la personnalité reste prisé. Surprise, l'ouvrage est un formidable succès commercial avec 200 000 exemplaires vendus, pari gagné pour l'éditeur résistant. Je n'ai jamais publié un livre aussi chaud. Ouais, c'est vraiment un bouquin très chaud, brûlant. Elena est presque la meurtrière de Poutine. La meurtrière symbolique, bien sûr. Parce que vous savez, l'image de Poutine est celle d'un dieu. Il est présent partout, sur nos écrans télé, dans nos rêves. Et beaucoup de femmes fantasment même sur lui sexuellement. S'attaquer au dieu Poutine relève du crime de lèse-majesté. Le lendemain de la sortie du livre, Elena est virée de son journal. Son ouvrage, lui, est interdit d'antenne sur toutes les chaînes de télévision. Et l'étau se resserre maintenant autour de sa famille. Au 7e étage d'un immeuble perdu de la périphérie de Moscou, ses parents assistent impuissants à la campagne de calomnie. 3 de mes anciens camarades d'école, des gens de mon âge, m'ont dit « Pourquoi ta fille qui est russe fricote-t-elle avec cette bande de juifs, avec les ennemis du peuple ?» J'ai peur pour Elena, en permanence. J'ai peur physiquement. Au niveau moral, c'est déjà fait, elle a perdu son travail. Maintenant, j'ai peur pour sa santé. Allez, mangez, mangez. Poutine ne supporte pas qu'on dise du mal de lui. On ne peut pas appeler ça vraiment une dictature parce que cela se passe en douceur. C'est ainsi. Et malheureusement, c'est la passivité du peuple qui rend cela possible. La raison du succès de Poutine, avoir su ressusciter la fierté des Russes. Après la décennie alcoolisée de Yeltsin et de ses copains coquins devenus milliardaires, Poutine avait promis la dictature de la loi. La justice est aujourd'hui à ses ordres et malheur à qui s'oppose aux pilotes de l'Empire. Les Russes adorent sa poigne de fer. Dans les sondages, Poutine est plébiscité à 70%. Gleb Pavlovski est le Séguéla russe. Ancien dissident, c'est ce publicitaire qui a vendu aux électeurs le produit Poutine, alors inconnu. Et pour lui, aucun doute, le président reste le meilleur défenseur de la démocratie.
À l'époque, les gens qui venaient dans ce bureau me demandaient « Mais qui est cet homme ?» Aujourd'hui, il a su redonner du pouvoir à la fonction présidentielle grâce à son autorité personnelle. Et ceux qui n'ont pas confiance en lui, en l'homme Poutine, ce sont des ennemis de la démocratie. Radio Écho de Moscou, le France Info local, dernière poche de résistance anti-Poutine. La radio vit en permanence avec une épée de Damoclès suspendue au-dessus de son émetteur. Le sort réservé à Mikhail Khodorkovsky, l'oligarque roi du pétrole qui a défié Poutine et croupi aujourd'hui en prison, a valeur de message. C'est un mélange de brejnevisme, tsarisme, stalinisme, léninisme. Il n'y a pas, disons, d'idéologie proprement dite, mais quand je vois la Douma de maintenant, ça ressemble un peu avec les discours nationalistes et xénophobes qu'il mène. Ça devient un peu mussolinien même. Il était petit, mais il est assez costaud, Mussolini. Il voulait montrer, il est sportif, il adorait ça. Poutine est pareil. Oui, c'est avec son ski alpin, le judo et tout ça. Tous les projets de développement des sports sont bien. Par exemple, sur la place de la dernière chaîne indépendante à la télévision, sur la même fréquence, c'est la chaîne Sport. J'adore le sport, mais je ne pouvais pas, après la fermeture l'assassinat des amis, je ne pouvais pas regarder la chaîne Sport. Je ne pouvais pas. L'élection présidentielle du 14 mars se fait déjà peur. Poutine est assuré de sa victoire et aucun opposant n'ose se présenter. Le Kremlin en est réduit à payer des candidats pour participer à une farce électorale. Seul suspense, le taux de participation. S'il est inférieur à 50%, l'élection sera invalidée. D'ici là, l'hiver russe s'annonce long. Comme c'est la première émission de l'année et que je suis un garçon très bien élevé, je profite de l'occasion pour souhaiter une bonne année 2004 à Monsieur le Président de la République, une bonne année 2004 à Monsieur le Premier ministre, une bonne année 2004 à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Quant à Monsieur le ministre de l'Intérieur, j'ai cru comprendre qu'il préférait qu'on lui souhaite dès maintenant une bonne année 2007. Regardez. Mes chers compatriotes, je suis heureux d'être avec vous ce soir. Pour vous souhaiter... Avec Cécilia, on pensait que votre bibliothèque elle ferait très bien. Là, il y a juste la place. C'est pile poil. Je veux leur dire, du fond du cœur, et de l'espérance. Les pensées vont également vers... Vous êtes sûr qu'on ne dérange pas quand même? Sûrement pas. Il est sourd comme un pot. Il s'est même pas aperçu qu'on était là. 2003 fut... Monsieur le ministre, Cécilia et moi, on vous a préparé une surprise. S'il vous plaît. La France continuera à porter une grande ambition pour une Europe au service de tous les citoyens. Aujourd'hui, nous devons relever un défi sans précédent. Quelle harmonie. On dirait que vous avez toujours été là. Chacun d'entre vous, une bonne et une heureuse année 2004. Vive la République et vive la France. Excellent, Monsieur le Président. Quel discours. Vous avez été magnifique. Pardon, Nicolas, je n'ai pas bien entendu. Magnifique. Allez, merci beaucoup. Quelle que soit la météo, on peut d'ores et déjà parier que c'est dans un climat apaisé que Jean-Pierre Raffarin présentera demain ses vœux à la presse. Fini les gaffes, fini les fuites, fini la cacophonie. Désormais, ça pulse grave dans la com de Matignon et le patron veut le faire savoir. Comme en plus Chirac le soutient à bloc et que dans les sondages il remonte, Thierry Dagiral va nous faire rêver avec ce véritable petit conte de Noël poitevin. L'air pur des Alpes en août dernier. Jean-Pierre Raffarin entame là ses vacances, tout fiéron de montrer qu'en cas de problème, le patron peut sonner le rappel. J'ai aussi, s'il y a besoin, tout ce qu'il faut, parce que je voyais là, j'ai tous les numéros de téléphone de tous mes ministres, avec leurs portables, les vacances et tout, là, ils sont donc en cas de besoin. Dormez tranquille, mais voilà le thermomètre s'emballe, les urgences débordent, 15 000 morts au mois d'août, le paquebot gouvernemental met du temps à manœuvrer. S'il vous plaît. Les Français ont l'impression qu'il y a eu du retard à l'allumage. Et là, c'est l'image de proximité de Raffarin qui en prend un coup.
Déjà affaibli dans les sondages, l'effet canicule lui sera fatal. On voit très bien sur les courbes de l'évolution de la cote de confiance de Jean-Pierre Raffarin. La baisse, elle est antérieure à la canicule, avec plusieurs décrochages, l'un en mai-juin au moment des retraites et notamment des intermittents, où c'est la première cassure. Et c'est là où on en enregistre entre septembre et octobre, les effets de la canicule. Et dans la foulée, le gazole augmente, les cigarettes aussi, les radars repoussent un peu partout. Raffarin s'écroule dans les sondages, 29% en novembre. La presse l'enterre, opération réanimation à la mutualité. Et donc, ma personne n'est pas en jeu. Alors on peut l'égratigner, elle en a supporté d'autres, et elle est coriace. L'homme neuf du début est vite apparu rigide, avant de jouer la carte du courageux, du tenace. Novembre, électrochoc à Matignon. À tout à l'heure. Bon, C'est là que se prépare le retour en grâce de Raffarin. Lui là, c'est le nouveau directeur de cabinet du Premier ministre, Michel Boillon, ancien président de Radio France. Il a réorganisé la machine de guerre. Il assiste à toutes les réunions, toujours à la gauche de Raffarin. C'est lui que les ministres appellent, c'est lui qui arbitre. Un Premier ministre bis, un vrai directeur politique. Il faut en effet autour du Premier ministre une équipe qui fasse vraiment la synthèse et qui réussisse les arbitrages. Parce que vous savez bien ce que c'est dans un gouvernement, c'est une équipe. À un moment donné, il faut que le chef d'équipe siffle la fin de la discussion. La cacophonie politique. Oui. Resserrer les boulons du gouvernement et de la majorité aussi. Là, c'était la rentrée parlementaire il y a 3 mois à Nancy. Hors micro, les députés tiraient allègrement sur l'ambulance Raffarin. Ce Premier ministre à Nancy, il y a 3 mois, vous vouliez tous le virer. C'était pas le bon. J'avais dit il y avait, voilà, c'était pas forcément le bonhomme à la bonne place. C'était un peu le bazar, il faut le reconnaître. Voilà, hein. Je pense qu'à l'automne, le gouvernement a oublié les parlementaires et son électorat. Et Raffarin sera d'ailleurs mardi devant les députés UMP. Le mot d'ordre est de regonfler un Premier ministre que Chirac rêve de reconduire à Matignon en mars prochain. Nouvelle organisation, nouvelle communication aussi. Fini les gros raouts télé, vive le terrain. Le 23 décembre à Paris avec les SDF. Juste un photographe. La veille de Noël au Resto du Cœur de Poitiers. C'est le retour du Raffarin qui écoute le peuple. Proximité à tout va, pas de vacances. Le 31 décembre, le Premier ministre est à l'hôpital Bichat à Paris. À chaque fois, c'est Matignon qui choisit le journaliste accompagnateur. Retour dans le service une semaine après. On a été très peu dérangés par les journalistes, par les caméras, par les appareils photo. Ils ont été une très grande discrétion, ce qui a beaucoup plu d'ailleurs à nos personnels. Et pour cause, aucune caméra n'a été conviée. 4 mois après la gestion calamiteuse de la canicule, il fallait surtout assurer. Pour éviter tout dérapage, le personnel présent ce jour-là a été trié sur le volet. On aurait bien aimé être présent ce jour-là. L'équipe qui est là aurait bien aimé être présente ce jour-là, c'est différent. Mais vous n'auriez pu les dire. Parce que là, il y a les caméras. On aurait pu les dire, mais subtilement, je pense. Oui, non, mais on aurait... Voilà. Une proximité parfaitement organisée. On avait quelqu'un. Beaucoup a déjà été fait par le gouvernement. C'est là que l'Élysée entre en scène. Il faut sauver le Premier ministre. En 97, Chirac avait préféré dissoudre l'Assemblée. Là, il monte au créneau et assume ses choix. Lors de ses vœux, Chirac fixe le cap, une feuille de route, avec des annonces, notamment sur ce qui hante aujourd'hui les Français. En vue de faire voter par le Parlement une grande loi de mobilisation pour l'emploi. Début de semaine, le gouvernement vient présenter ses vœux au président. Bonne année. Chirac appelle les ministres à serrer enfin les rangs. Sur le perron de l'Élysée, cette image symbole un Chirac, main dans les poches, bronzé, raccompagnant un Raffarin recroquevillé dans son manteau. Message subliminal, la France est gouvernée, le grand chef est là. À Raffarin, le subalterne, de mettre en œuvre les mesures. Le Premier ministre parie sur la croissance, il a le soutien de Chirac et les sondages remontent. Miracle, 42% pour Paris Match cette semaine, une hausse spectaculaire et inédite. Pour le gouvernement, c'est grâce aux premiers résultats des annonces impopulaires de l'automne. Et là, l'exemple de Copé est imparable. Ce qu'on n'a pas entendu quand on a dit qu'on allait mettre des radars. On s'est fait engueuler de partout, on nous a dit comment, c'est une atteinte aux libertés. Bon, la réalité, c'est quoi? C'est que derrière ça, il y a l'enjeu de milliers de vies et de familles fracturées par la violence routière. Et bien, ça marche. On voit bien les premiers résultats qui sont très spectaculaires, donc on continue. Qu'est-ce qui s'est passé? Dernier exemple, peu après le crash du charter en Égypte, branle-bas de combat. Raffarin se rend aussitôt à Roissy. Muselier prend l'avion pour Sharm el-Sheikh. Le ministre des Transports informe. Mobilisation générale, compassion et action. Un sans faute pour Matignon 4 mois après le drame de l'été. Le gouvernement est cette fois en totale adéquation avec l'émotion populaire.
mordant et craquant. Bertrand gagne assez bien sa vie. Et pourtant, il va devoir faire des sacrifices. Aujourd'hui, un cadre de 40 ans doit avoir mis de côté jusqu'à 3 ans de salaire pour maintenir son niveau de vie pendant sa retraite. Ceinture. Non, ça va. Je suis passé au Crédit Lyonnais. Bertrand est tranquille. En préparant sa retraite avant 40 ans avec le Crédit Lyonnais, son argent travaille pour lui. Vous aussi, venez dès maintenant préparer votre épargne retraite au Crédit Lyonnais. Crédit Lyonnais, aujourd'hui, qui peut se passer d'une bonne banque? Grosse truffe. Je te hais. Il a pris du haut débit à 128K alors qu'on peut avoir 8 fois plus rapide pour le même prix. Pauvre tâche. Free, maintenant pour 29,99 €, le haut débit est à 1024K. Si l'on décide de faire des projets pour plus tard, les contrats d'assurance vie Aviva vous assurent une gestion financière de premier plan. Avec plus de 20 récompenses en 2002 et 2003. Aviva Assurance Vie, vous allez beaucoup gagner en assurance. Et découvrez Aviva Puissance 2, une offre assurance vie exceptionnelle pour votre épargne retraite. Oxford Office, le bureau a enfin son cahier. J'ai encore grossi de 5%. Avec ING Direct, votre épargne prend du poids. Le livret épargne orange, c'est 5% les 3 premiers mois. Appelez ING Direct au 0810 120 125. Bon appétit, bon dimanche, le vrai journal continue avec le traditionnel Zeroing en compagnie de Daisy et Fifi. À New York, l'heure est à la reconstruction. Les projets les plus fous et les plus astucieux se bousculent pour remplacer les Twin Towers. En cette nouvelle année, il est coutume de présenter ses vœux. Impossible, même pour les vedettes les plus discrètes, d'échapper à cet exercice. Bonjour à tous, je vous souhaite un très bon début d'année 2004 depuis les montagnes d'Afghanistan. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Coupez! Bonjour à tous, je vous souhaite une bonne année 2004 avec plein de santé et de prospérité. Viens ici là. Et de prospérer. Qu'est-ce que tu fais pas là? Précède-tu, espèce d'imbécile! Voilà, et là, tu la vois, la statue de la liberté de Kaboul, hein? Espèce d'imbécile! Et pour conclure, des images exclusives d'un camp d'entraînement secret pour terroristes kamikazes d'Al-Qaïda. Écoute-moi bien tous aider pour être un bon kamikaze. Il faut au bon moment faire petit ta gueule. Allez, vas-y, c'est la démonstration.